Dans cette vidéo, on va étudier le marché du travail. Et il est important d'étudier le marché du travail parce que c'est un préalable à la construction de AS. Notre objectif depuis le début, c'est d'étudier AS et AD. Et donc l'objectif, c'est d'étudier l'équilibre macroéconomique qui fixe le niveau général des prix et le niveau général du PIB. Jusqu'à présent, on s'est intéressé à AD. Et d'une certaine manière, il nous manque l'autre moitié de l'explication, c'est-à-dire il nous manque l'étude des conditions de production des entreprises. On sait que les entreprises répondent à la demande, c'est-à-dire qu'à un moment donné, AS et AD, donc l'offre globale et la demande globale, vont se croiser en un point d'équilibre, ici, vont fixer un niveau général des prix et un niveau de PIB. Pour comprendre comment les entreprises embauchent et comment ça se fait qu'il peut y avoir du chômage, il faut comprendre le marché du travail. Donc avant d'analyser AS, ce qui est notre objectif, et ça va être en fait le cadre de l'analyse des prochaines vidéos, il faut déjà comprendre comment fonctionne le marché du travail et comment on peut relier cette histoire de marché du travail avec ce graphique qui représente l'équilibre macroéconomique. Donc qui dit marché du travail dit en fait chômage, puisque implicitement, si les gens sont embauchés sur le marché du travail, eh bien ceux qui ne sont pas embauchés et qui par exemple voudraient travailler, eh bien sont au chômage. Alors, tout de suite, on va rentrer dans une classification entre deux types de chômage. Le premier type de chômage est le chômage dit conjoncturel. Ce chômage conjoncturel, c'est un petit peu ce qu'on a étudié jusqu'à présent. C'est-à-dire, jusqu'à présent, je refais le graphique, on a étudié AD, la fonction de demande globale. Et en fait, on s'est pas vraiment intéressé à AS. On a dit, AS, pour l'instant, on pourrait avoir quelque chose d'horizontal dans la situation keynésienne, et puis ensuite, plus on se rapproche du plein emploi, plus c'est croissant des prix, et puis quand on arrive au plein emploi, vous voyez, ici, on serait au plein emploi. Et donc, ce qu'on a dit, c'est, voilà, les entreprises réagissent uniquement par les quantités à un certain moment, c'est-à-dire quand on est vraiment en sous-emploi, c'est-à-dire quand on est vraiment dans la partie gauche de ce graphique, si la demande globale augmente, vous voyez, les entreprises augmentent le PIB de Y1 à Y2. Donc elles augmentent le PIB, c'est-à-dire elles répondent à une augmentation de la demande de produits en produisant plus pour produire plus, étant donné qu'on est à court terme, elles embauchent plus. Mais en disant ça, finalement, on n'a rien dit sur le marché du travail parce que on a imaginé, et c'est un petit peu la présentation qu'on donne aux étudiants de la théorie keynésienne comme ça en première analyse, en introduction, en disant que finalement, dans la théorie keynésienne, il n'y a pas vraiment de marché du travail. Les entreprises vont piocher les individus dont elles ont besoin. Quand il s'agit d'augmenter la production, eh bien, elles vont sur le marché du travail et elles trouvent très facilement les individus dont elles ont besoin. Elles les embauchent et du coup, hop, vous voyez, on passe de Y1 à Y2, on augmente le produit et ce faisant, on réduit le chômage. Évidemment, quand on dit ça, on dit pas grand-chose sur le marché du travail. On n'explique pas comment se rencontrent l'offre et la demande de travail. Et maintenant qu'on va s'intéresser à AS, mais avant de faire ça, il faut s'intéresser au type de chômage. Ici, pour introduire le chômage conjoncturel, eh bien, intuitivement, c'est ce qu'on a vu depuis le début, c'est-à-dire c'est cette idée que ce serait un chômage qui dépend de la demande globale. C'est-à-dire c'est un chômage qui dépend de la position de la courbe AD. Imaginons qu'il y ait une crise économique et que on passe de AD2 à AD1, vous voyez, imaginez qu'il y ait un retournement d'anticipation avec un effet multiplicateur négatif, eh bien on passerait de là à là et il y aurait une baisse du produit et donc il y aurait une augmentation du chômage. Cette augmentation du chômage, elle serait due uniquement à ces revirements qui sont liés à la demande globale et donc quand le chômage est lié finalement à la demande globale, on parle de chômage conjoncturel. Mais il y a un autre type de chômage. Et ce chômage-là, c'est un chômage que l'on appelle un chômage structurel. Structurel pourquoi ? Parce que le chômage dit structurel dépend des structures. Structures de marché, en particulier des structures du marché du travail. Donc il dépend du marché du travail. Alors, le marché du travail, c'est un marché, on pourrait dire, comme un autre, dans lequel se rencontrent une demande et une offre de travail. Donc ici, ce qui va être fixé en termes de quantité, vous vous rappelez, les quantités sont négociées à certains prix, ça c'est un marché, entre les offreurs et les demandeurs, et à un moment donné on arrive à un équilibre qui fixera les quantités d'équilibre et le prix d'équilibre. Bien. Ici, on est sur le marché
du travail. Je mets L pour travail, labor en anglais. Ça veut dire que les quantités qui vont être fixées sont des quantités de travail, des heures de travail. Le prix qui va être fixé, ici en ordonnée, on met toujours le prix. Le prix qui va être fixé, c'est pas le niveau général des prix, petit p, parce que le niveau général des prix, il est fixé par la rencontre entre AS et AD. Juste pour vous remontrer, regardez, on revient à AS et AD. Vous voyez, ici, c'est le niveau général des prix, l'inflation. C'est fixé par la rencontre entre AS et AD. Le prix qui est fixé sur le marché du travail, c'est le salaire réel. Le salaire réel, c'est quoi? C'est le salaire nominal W, petit w, divisé par le niveau général des prix, P. Pourquoi est-ce qu'on négocie un salaire réel? On négocie un salaire réel parce que ce salaire réel-là, en fait, nous indique le pouvoir d'achat du salaire. Les individus vont négocier un certain salaire nominal, c'est-à-dire qu'ils vont négocier avec les entrepreneurs quel est le montant en euros qui figurera sur leur fiche de paye. Ce nombre d'euros par mois, c'est ce qu'on appelle le salaire nominal, c'est petit w. En réalité, ce que les individus ont dans leur tête, c'est pas simplement un salaire nominal, c'est pas simplement un nombre d'euros. Ce qu'ils ont en tête, c'est une quantité de monnaie qui va leur permettre d'acheter des biens. Et donc en fait, ce qu'ils ont en tête, c'est le salaire réel. Je veux gagner, je sais pas, 2500 euros par mois parce que implicitement, je sais qu'avec 2500 euros par mois, compte tenu des prix du logement, compte tenu des prix des voitures, compte tenu des prix des tablettes tactiles, de la nourriture, eh bien, je pourrais m'acheter une certaine quantité de logements, de voitures, de tablettes tactiles, etc. Donc, les individus négocient ce salaire nominal, mais ils ont en tête le salaire réel, puisqu'ils ont en tête, en fait, de pouvoir avoir un certain pouvoir d'achat. Ici, ce qui est négocié, ce qui est déterminé sur le marché du travail et ce qui fait partie de la réflexion des offreurs comme des demandeurs de travail, c'est le salaire réel. Bien sûr, comme je l'ai dit, le niveau des prix, il est déterminé par la rencontre entre AS et AD, ici. Donc, il est fixé sur l'équilibre macroéconomique. Et donc, ce qui va être concrètement négocié sur le marché du travail, c'est le salaire nominal. Mais comme je l'ai dit, ce qui est concrètement négocié, c'est le salaire nominal avec en tête un salaire réel. Alors, c'est un marché. Et donc, sur un marché se rencontrent offre et demande de travail. Alors, ne confondez pas l'emploi et le travail. Le travail, c'est la force de travail. Donc, les individus qui demandent du travail, c'est-à-dire les agents qui demandent de la force de travail, sont les entreprises et non pas les ménages. L'offre de travail, elle est le fait des ménages. Ce sont les ménages qui offrent leur force de travail contre rémunération. Alors, l'offre et la demande de travail vont avoir des formes très usuelles, très habituelles. Ici, on va avoir la demande de travail et puis on peut brancher là-dessus une offre. On va décomposer. Donc, la demande de travail, elle vient des entreprises. Les entreprises maximisent leurs profits. Là, en fait, on fait un raisonnement microéconomique. Le marché du travail, c'est pas mal d'analyse micro. Et donc, si vous vous souvenez plus du fonctionnement d'un marché, il faut revoir les cours de micro, d'autres vidéos sur l'équilibre de marché et sur le comportement des agents. Mais ici, les entreprises maximisent leurs profits. Et pour maximiser leurs profits, elles choisissent les quantités, c'est-à-dire ici, elles choisissent les quantités de travail, telles que le bénéfice marginal, c'est-à-dire le bénéfice de la dernière unité embauchée, est égal au coût marginal de la dernière unité embauchée. C'est-à-dire que les entreprises continuent d'embaucher un individu supplémentaire tant que le bénéfice de cet individu supplémentaire dépasse le coût de ce nouvel employé. Le coût du nouvel employé, c'est le salaire réel qui est demandé par le nouvel employé. Le bénéfice que rapporte le nouvel employé, le dernier employé, donc le bénéfice marginal, c'est en fait ce qu'on appelle la productivité, PTE, productivité marginale. C'est-à-dire, c'est ce que rapporte le nouvel employé à l'entreprise. Et donc, les entreprises continuent d'embaucher tant que le bénéfice marginal est supérieur au coût marginal. Quand le bénéfice marginal est supérieur au coût marginal, ça veut dire que la dernière heure travaillée me rapporte plus que ce qu'elle m'a coûté. Donc, je continue d'embaucher jusqu'au moment où je ne peux plus faire de profit sur la dernière unité embauchée, auquel cas, bénéfice marginal égale coût marginal. Comment se comporte la productivité marginale ou le bénéfice marginal pour l'entreprise? Eh bien, par hypothèse, on considère que la productivité marginale est décroissante. C'est-à-dire que l'unité supplémentaire que j'embauche va me rapporter, bien sûr, mais il me rapporte de moins en moins à mesure que j'embauche beaucoup de gens. Parce que les gens que j'embauche sont de moins en moins productifs,
parce que je les fais travailler plus longtemps. Si vous travaillez 39 heures au lieu de 35, vous allez produire plus au cours d'une semaine, évidemment, puisque vous avez travaillé 4 heures de plus. Mais les 4 dernières heures que vous avez travaillé en plus des 35 heures, pour arriver à 39, eh bien, elles sont moins productives, donc à la marge. La productivité de ces 4 heures est moins forte que la productivité des heures précédentes. C'est la même chose pour une journée de travail. Vous êtes plus productif le matin que l'après-midi par heure. Donc la première heure du matin est plus productive que la dernière heure de l'après-midi. Donc la productivité marginale, elle est décroissante. Donc ici, la courbe de demande des entreprises, c'est en fait exactement comme la courbe de demande du consommateur. C'est la courbe de bénéfice marginal qui ici est égale à la productivité marginale. Vous voyez que plus j'embauche d'individus, donc plus il y a de quantité de travail ici, plus la productivité diminue. Et donc si je veux égaliser productivité marginale au coût marginal, je prends un coût marginal. Imaginons que ce soit ce salaire réel là qui soit négocié par exemple. Eh bien je regarde, à ce salaire réel là, j'égalise productivité marginale, bénéfice marginal c'est pareil, au salaire réel. Et ça me donne la quantité que l'entreprise souhaite embaucher, LD. Donc, la courbe de demande, c'est la courbe de bénéfice marginal ou de productivité marginale. Et quand on l'égalise avec le coût marginal ici, le salaire réel, eh bien, j'ai les quantités que je souhaite embaucher pour l'entreprise. Si j'ai un salaire réel plus faible, regardez, eh bien, l'entreprise est prête à embaucher plus d'individus parce que cet individu-là me rapporte moins, mais peu importe, il me coûte également moins à la marge, et donc évidemment l'égalité entre bénéfice marginal et coût marginal se fait pour des quantités plus fortes. Alors, de la même manière, l'offre de travail des ménages, elle est croissante du salaire réel. Donc là, on est dans un raisonnement micro, les ménages maximisent leur utilité ou maximisent leur satisfaction en choisissant les quantités QTE, les quantités de travail, elles, offertes. Le travail, ça me permet d'avoir un salaire, donc le travail apporte un bénéfice marginal qui est le salaire. C'est un coût marginal pour l'entreprise, mais c'est le bénéfice marginal pour le salarié. Une heure de travail supplémentaire me rapporte ce salaire horaire, mais le problème c'est que plus je travaille, moins je peux avoir de loisirs. Sauf que plus je travaille, plus j'ai de ressources pour avoir des loisirs. Donc, le calcul rationnel de l'individu, il doit balancer entre les bénéfices liés au salaire et le coût d'opportunité de travailler, qui est en fait de passer du temps tranquillement à avoir des loisirs. Donc, le résultat de ce calcul rationnel, c'est que les individus ont tendance à augmenter les quantités travaillées, plus le salaire augmente. Regardez, on part d'un salaire réel ici, et puis on va faire augmenter le salaire réel. On va le mettre là, par exemple, un autre salaire réel. Et vous voyez, si on a une LO, l'offre, on a une certaine quantité offerte là. Et puis quand le salaire réel augmente, eh bien les individus décident de travailler plus. Travailler plus pour gagner plus, comme disait un homme politique. Simplement, donc ça c'est sur une partie de la courbe d'offre. Et par convention, on a tendance à dire qu'au bout d'un moment, travailler plus, même pour gagner plus, n'est plus très intéressant pour l'individu parce qu'il sacrifie trop de temps au travail et pas assez au loisir. Et donc au bout d'un moment, on a par convention tendance à considérer que la fonction d'offre de travail, elle repart dans l'autre sens pour des quantités travaillées très fortes et à des niveaux de salaire très forts. Au bout d'un moment, les individus disent non. Là, même si on me propose plus, je vais pas augmenter mes quantités travaillées, je vais travailler un peu moins et garder le revenu stable. Alors maintenant, on va les mettre ensemble. Donc je vais refaire ce graphique-là parce que maintenant il y a trop de choses écrites. Donc ici, on a les quantités de travail. Ici, on a le salaire réel. On a une fonction d'offre. Bon, je refais pas la partie qui repart dans l'autre sens. C'est juste le cas général, mais c'est pas très intéressant puisqu'on sait que l'intersection elle va se passer dans la partie qui est croissante. Et puis la demande de travail des entreprises. Voilà. Donc offre et demande de travail, offre des ménages, demande de travail des entreprises se rencontrent sur le marché du travail. La négociation entre les offreurs et les demandeurs de travail permet de fixer un salaire d'équilibre. Donc on met une petite étoile. Et des quantités d'équilibre qui sont le résultat de la négociation entre les offreurs et les demandeurs de travail.